Bonjour tout le monde. Bonjour. Je pense qu'on est là pour lancer cette nouvelle session de Tanzu Tech Talk. On va attendre quelques minutes que l'ensemble des participants puissent se connecter. Puis on va commencer la session, la présentation et les différentes démos qu'on a prévues avec Mohamed aujourd'hui. Donc je pense qu'on va commencer, Mohamed. Ouais, on peut. Ça marche? Ça marche. Rebonjour tout le monde. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour discuter de DevSecOps, de Tanzu Advance et surtout de comprendre comment Tanzu Advance va vous permettre de réussir votre stratégie DevSecOps. Donc, ce sera vraiment le thème principal aujourd'hui qu'on va discuter tous ensemble et qu'on va illustrer tous ensemble. Déjà, une petite introduction du coup des personnes qui vont présenter aujourd'hui. Donc, Mohamed, je te laisse te présenter. Ouais, donc bonjour à tout le monde. Moi, je suis Mohamed Ramdani. Je suis Senior Solution Engineer chez VMware Tanzu. Donc, je suis spécialisé autour des technologies Cloud Native, Kubernetes et DevSecOps. Et donc, Erwan Bornier, je travaille du coup avec Mohamed. Je m'occupe de l'équipe du coup Solution Engineer avant-vente pour VMware Tanzu. Et on s'occupe donc ensemble des plus grandes entreprises françaises pour leur permettre justement de faire leur transformation digitale à travers les technologies VMware Tanzu. Donc, ce que vous pouvez trouver sur ce slide, c'est également nos contacts Twitter. Donc, n'hésitez pas à tweeter si vous trouvez la session intéressante et également nous contacter suite à cette session si vous avez le moindre question sur la solution ou si vous êtes intéressé pour en savoir plus. Donc, l'agenda aujourd'hui, comme j'expliquais, ce sera un savant mélange de théorie et également pas mal de pratiques et de démos. On commencera par une rapide introduction autour du DevSecOps, juste le minimum pour définir les bases de cette conversation. On discutera comment, selon VMware, en fait, quelles sont les bonnes pratiques et qu'est-ce qui est nécessaire pour implémenter une stratégie DevSecOps de façon réussie. Et ensuite, on partira sur une partie démo où on illustrera tout ça au travers de Tanzu Advance et comment justement Tanzu Advance permet de supporter les grandes entreprises sur leur stratégie DevSecOps. Donc, le point de départ, c'est vraiment la nécessité aujourd'hui pour les grandes entreprises de démarrer une stratégie DevSecOps. Donc, ça devient quasiment obligatoire pour la plupart des entreprises qui visent à se transformer. Le point de départ, c'est des nouvelles architectures applicatives, microservices, des conteneurs, des environnements qui deviennent multi-cloud. Tout cela, en fait, ça engendre une complexité grandissante pour maintenir le système sécurisé. Donc ça, c'est un constat. L'apparition également des conteneurs, de l'infrastructure as code, du self-service pour les développeurs a apporté du coup de grands pouvoirs pour les développeurs, mais également de grandes responsabilités. Peut-être Mohamed, tu peux te mettre en mute. Ouais. Du coup, de grandes responsabilités. Et donc, la question auquel essaye de répondre, le challenge auquel essaye de répondre le DevSecOps, c'est vraiment comment empêcher des vulnérabilités de s'introduire du coup dans ces nouveaux systèmes plus complexes, plus éphémères, modifiés avec une plus grande vélocité. Donc, le point de départ, c'est de s'assurer vraiment que le DevOps et donc toutes les promesses que ça apporte en termes de vélocité, ça ne vienne pas au détriment des équipes sécurité. Et donc, on va constater que les grandes entreprises commencent à opérer ce qu'on appelle un shift left, c'est-à-dire la sécurité devient quelque chose d'extrêmement intégré dans la practice, même dans la création, en fait, dans la chaîne de création de vos logiciels. Donc, ce qu'on constate, c'est que par le passé, des entreprises qui déployaient du logiciel tous les 3 mois
en production, elles pouvaient se permettre d'avoir peut-être une phase de sécurisation, de compliance de 1 ou 2 semaines tous les 3 mois. Quand on commence à déployer un logiciel toutes les semaines ou une partie d'un logiciel toutes les semaines, ça devient beaucoup plus compliqué d'avoir ce coût fixe qui se rajoute à chaque release et ça devient quelque chose qui n'est pas forcément industrialisable et on en perd vraiment et on détruit un peu la valeur, la vélocité qui est apportée à travers le DevOps, globalement peut être remis en cause par une mauvaise stratégie autour de la sécurisation des environnements. Donc, on va vraiment constater voilà, ce shift left, cette volonté d'intégrer la sécurité comme une partie intégrante du cycle de création d'applications. Et c'est vraiment tout le propos du DevSecOps et c'est ce qu'on va discuter tous ensemble aujourd'hui. Donc, le point de départ, déjà, c'est vous allez construire des applications. Donc, il faut s'assurer que vos applications, elles soient sécurisées d'elles-mêmes. Donc, pour ça, on va avoir plusieurs bonnes pratiques qui vont émerger. Déjà, il faut standardiser le process de développement. Donc, on voit beaucoup d'entreprises qui créent des portails ou qui s'appuient sur des solutions open source qui font des systèmes similaires qui vont vous permettre de standardiser toute la phase de création de vos applications, de gestion d'indépendance, d'analyse statique ou dynamique du code. En fait, ce qu'il faut s'assurer, c'est qu'au sein de l'entreprise, vous allez déjà avoir une base extrêmement solide en termes de sécurité pour la création de vos applications. Ensuite, vos applications, elles doivent être sécurisées. Donc, il faut également se doter de frameworks tels que Spring Cloud Gateway ou Spring Security qui vont vous permettre de sécuriser de façon Kubernetes native vos API et les API du coup de vos applications. Donc ça va être un point extrêmement important. Donc standardiser le process de développement, la gestion des dépendances, sécuriser vos applications en elles-mêmes et les API. Ce qui apparaît également comme critique, c'est la gestion des clés. Donc généralement toutes les informations de propriété, les propriétés de vos applications, les credentials. Donc il va falloir vous doter également de technologies et de frameworks qui vous permettent de manipuler ces informations de façon extrêmement fluide pour le développeur, mais également peut-être vous appuyer sur des infrastructures qui sont dédiées pour être capable de gérer ces clés et ces informations qui sont du coup critiques pour le bon déroulement et la bonne exécution de vos applications. Donc, standardisation, sécurisation des API et gestion des informations critiques de vos applications vont être des points très structurants pour rendre votre développement sécure. Le quatrième point qu'on voit émerger comme très important dans la sécurisation du code applicatif, c'est déjà fournir également le bon niveau d'abstraction pour vos développeurs. Donc, fournir le bon niveau d'abstraction pour vos développeurs, c'est vous assurer que moins on a de code, moins on a de chances d'avoir de vulnérabilité. Donc, c'est là qu'on voit apparaître des technologies telles que le serverless ou le platform as a service, où en fait, on va réduire du coup le scope d'intervention d'un développeur pour lui permettre globalement d'avoir assez peu d'impact d'avoir un impact réduit en tout cas sur leur capacité à introduire des vulnérabilités. Donc, standardisation, sécurisation, capacité à manager des secrets de façon sécurisée et efficace et fournir le bon niveau d'abstraction à vos développeurs. Ça va être vraiment la fondation pour créer un code de façon sécurisée. Une fois qu'on a dit ça, même si vous avez un code de développement qui est sécurisé, vous allez devoir, dans ces nouvelles infrastructures, en créer un conteneur. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que 90% des images de conteneurs qu'on peut trouver sur des repositories publics contiennent des vulnérabilités. Donc, il y a un vrai travail à faire, non seulement du coup au niveau de la sécurisation du code applicatif, mais également au niveau de la sécurisation de la création des conteneurs. Donc, pour cela, déjà, de la même façon que vous faites le serverless, il faut vous assurer que le développeur, il ne fournisse globalement que l'application. Donc, vous allez avoir des solutions et votre entreprise doit être capable de fournir la base image, donc l'image de base sur laquelle vous allez faire tourner votre application, dans laquelle vous allez avoir le runtime applicatif qui va être fourni par l'entreprise, standardisé par vos équipes de sécurité avec un process qui est documenté et du coup validé et connu de tous. À partir de ça, vous allez de préférence utiliser des standards d'image qui sont du coup de le monde open source, tels que OCI, qui va vous permettre, par exemple, d'avoir des images qui sont décomposées sous forme de layers, clairement identifiées.
ça va vous permettre de vous assurer que pendant tout le cycle de vie d'une image, en fait, vous avez un certain niveau de sécurité par rapport à l'origine des layers qui composent votre image et également l'intégrité de ces layers tout au long des updates. Donc ça va être un élément qui va être extrêmement important. Au sein de ces layers, donc en fait de toutes les différentes couches qui composent vos images, vous allez également avoir des librairies qui sont intégrées. Donc par exemple, qu'en librairie, ça peut être un runtime node, ça peut être un serveur Apache Tomcat. Donc ça va être tout ce qui compose le runtime de votre application qui est intégré dans le conteneur. Il faut également que ça soit extrêmement bien documenté et connu de tous. Donc c'est ça qu'il faut avoir pas mal de transparence. Donc fournir le bon niveau d'abstraction pour vos développeurs, faire qu'ils ne fournissent, avoir de la traçabilité par rapport à tous les layers et toutes les couches qui constituent les images, et savoir les librairies qui constituent votre image. Ça va être des éléments indispensables à l'échelle pour maintenir un répertoire d'images extrêmement sécurisé. Donc ça engendre pas mal de complexité de façon assez fortuite. Des technologies telles que les Cloud Native Build Pack depuis 2011, en fait, on adresse cette complexité. On a eu un talk, je pense, il y a 2 mois de ça, par Alexandre Roman et Guillaume Morini, donc un Tanzu Tech Talk dédié sur la notion de Build Pack. Si ça vous intéresse, vous pourrez regarder. Mais vraiment, le Build Pack, ça va vous permettre d'automatiser vraiment cette chaîne de création du conteneur à partir du code source. Ça va vous permettre d'avoir la capacité à exécuter rapidement, à créer rapidement des conteneurs qui sont légers en termes de consommation de ressources, des conteneurs qui sont du coup rapides à démarrer, et également des conteneurs qui sont extrêmement simples et rapides à reconstruire. Donc, toujours avec ce principe de layer, en fait, le Build Pack va vous assurer que si jamais vous avez à reconstruire une image de conteneur, vous ne reconstruisez que les layers qui sont nécessaires à être reconstruits. Donc, un impact minimisé sur l'application. Ça nécessitera toujours de faire des tests. Et donc, on arrive sur des notions d'automatisation de tests. Donc, ça, c'est toujours très important. Mais vous avez en tout cas un impact de l'update qui est moindre. Une fois que vous avez créé votre conteneur, il a été mis en place avec un process tel que les build packs, vous allez le stocker dans une registry. Donc, ce qui va être important de comprendre, c'est que la registry, ça va devenir la security gateway, donc le point d'entrée de votre chaîne de création logicielle. Donc, la gateway, la registry va avoir vraiment un rôle extrêmement important. Donc, vous allez avoir besoin d'avoir une registry qui va vous permettre de faire des scans extrêmement réguliers de vos images pour y détecter, par exemple, des vulnérabilités et vous assurer également que vos images, elles sont signées. Donc, ça va être un point extrêmement important. Vous voulez mettre en place également des politiques qui vont vous permettre de vous assurer que des images qui contiendraient des CVE ne puissent pas être téléchargées par vos développeurs, par vos équipes projet et déployées du coup dans des environnements de production. Tout ça doit être possible à travers un système de airbag et de role-based access qui doit être implémenté au niveau de la gestion de votre registry. Et la bonne recommandation ou la bonne pratique, c'est également de s'assurer qu'il n'y a pas d'interaction humaine avec cette registry. Donc, interaction humaine, généralement, peut introduire des erreurs de manipulation. Donc, on va essayer d'automatiser un maximum les interactions avec la registry. Donc, ça, c'est valide pour le code applicatif que vous créez, donc vous containerisez au sein de votre chaîne de création logicielle, que vous stockez dans vos registries. C'est également valide par rapport à tous les services tiers que vous allez consommer. Donc, vous avez votre application Java, Spring ou Node, par exemple, qui doit consommer une base de données MySQL. En fait, vous voulez vous assurer que les services tiers que vous consommez, ils proviennent non pas d'une registry publique, mais ils proviennent d'une registry sécurisée et privée qui est celle de votre entreprise avec ses propres cycles et ses propres compliances. Vous voulez vous assurer que les services qui vont être déployés dans vos clusters Kubernetes, ils proviennent uniquement également de cette registry. Donc ça, c'est des choses qu'on peut forcer. Et que les équipes projet qui ont du coup de nombreuses applications qui tournent déjà en production, quand une nouvelle version d'un composant ou d'une image est mise à disposition, les équipes projet sont notifiées et du coup peuvent prendre la bonne décision pour savoir si elles ont envie de répercuter ce changement en production. Les images de services tiers, il faut également que, vu que ce n'est pas vous qui les avez construits, vous devez également avoir la capacité à pouvoir
consulter toute une documentation qui vous liste les librairies, les CVE, pour avoir également une auditabilité, une traçabilité qui est extrêmement importante sur ces services-là. Ensuite, le point qui va être extrêmement important à comprendre, c'est que si vous avez sécurisé les conteneurs que vous créez ou les conteneurs que vous consommez de services tiers, avoir des conteneurs sécurisés mais qui tournent sur une infrastructure de conteneurs ou une infrastructure Kubernetes qui n'est pas elle-même sécurisée, ça ne fait aucun sens. Donc, Kubernetes est un système complexe, distribué, avec des nombreux de composants, avec des versions différentes, avec beaucoup d'agilité dans le monde open source. Et donc, pour être capable de le maintenir de façon sécurisée, vous allez devoir avoir une capacité à le mettre à jour extrêmement régulièrement. Donc, la fondation, la Cloud Native Foundation, a piloté pas mal d'efforts autour d'outillages qui permettraient de gérer le cycle de vie des clusters Kubernetes de façon extrêmement simple. Un des projets qui a émergé comme un standard, c'est Cluster API, qui est aujourd'hui un projet fondateur dans la solution Tanzu Kubernetes Grid et qui permet véritablement de pouvoir automatiser toute la chaîne de provisioning, de mise à jour de votre cluster en quelques minutes, et tout cela de façon extrêmement cohérente, similaire sur l'ensemble des clouds du marché. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Vous voulez offrir la même capacité à sécuriser vos runtime sur le cloud de votre choix. Ensuite, le point qui va être extrêmement important, c'est que vous avez sécurisé votre runtime Kubernetes de façon, entre guillemets, individuelle. Vous voulez vous assurer qu'à l'échelle de l'entreprise, vous avez une flotte de clusters Kubernetes qui est également consistant en termes de sécurité. Et donc, vraiment avoir une posture de sécurité à l'échelle de l'entreprise, c'est s'assurer qu'il y a une cohérence. Et la cohérence devient vraiment un élément qui est extrêmement clé. Donc, c'est pour ça que l'opinion de VMware Tanzu, c'est qu'il vous faut une solution qui va vous permettre de gérer cette cohérence à l'échelle de l'entreprise. Vous devez avoir la capacité à monitorer des versions de clusters, l'état de vos clusters, les security policies qui seraient implémentées. Vous devez avoir la capacité à définir du access policy, par exemple, pour vous protéger de capacités d'escalade, c'est-à-dire quelqu'un qui arriverait à se déployer dans un conteneur de votre infrastructure et également accéder à l'host qui fait tourner ce conteneur. Donc ça, on va essayer de se prémunir de ce type de problématique en définissant des bonnes règles de sécurité. Et vous voulez également, de façon extrêmement régulière, faire tourner des audits d'inspection de vos clusters pour vous assurer, par exemple, que vous êtes compliant avec les CIS benchmark. Donc ça, c'est des choses et des pratiques qu'on voit de plus en plus se développer chez nos clients et qui sont possibles à travers les outillages qui sont fournis par Tanzu. Donc, vous avez sécurisé votre flotte de clusters. Ce qui va devenir intéressant, c'est que quand vous êtes en production, les échanges qui sont réalisés entre vos clusters sont également sécurisés. Donc, vous allez définir des network policies, comme vous avez défini des règles de RBAC. Vous allez définir des network policies qui peuvent être implémentées à l'échelle de l'entreprise au sein de conteneurs d'un même cluster, mais également au sein de clusters, de conteneurs qui seraient déployés sur plusieurs clusters. Et donc, ça, on va utiliser des technologies, par exemple, de service mesh ou de virtualisation réseau end-to-end qui vont permettre vraiment de faire cette sécurisation à l'échelle de vos communications. Vous pouvez, par exemple, définir des seuils de communication entre vos conteneurs. Ça peut vous permettre de limiter, par exemple, un intrus qui ferait des actions répétitives d'accès d'un conteneur à l'autre. En fait, ça, vous pourriez le limiter avec des seuils que vous pourrez mettre en place. Bien sûr, comme dans le monde, entre guillemets, legacy, vous devez vous assurer que tout le trafic est réalisé de façon encryptée. Donc ça va être la base, que ce soit sur le trafic externe, que ce soit sur le trafic interne, vous assurez de la sécurisation des échanges. Et puis, vous pouvez également vous équiper d'outillages qui sont déjà sur le marché depuis pas mal de temps, tels que des Web Application Firewall, qui vont vous permettre de faire de l'analytique, vous protéger contre des DDoS au niveau de vos infrastructures. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui existent déjà dans le monde existant que vous allez réutiliser dans des patterns DevSecOps, tout cela de façon extrêmement automatisée. Le dernier point qu'on va discuter, c'est que même si vous mettez en place le système le plus solide,
le plus sécurisé, avec les règles de policy les plus importantes, avec des conteneurs qui ont été construits de façon sécurisée. Vous devez toujours mettre en place le bon niveau d'observabilité pour être sûr qu'il n'y a pas des intrusions quand même qui apparaissent ou qu'il n'y a pas des dérives qui s'installent sur vos infrastructures. Donc, la clé, c'est d'être capable de stocker et de corréler l'ensemble des événements, des données qui sont émises par vos systèmes. Donc, vous voulez, au niveau d'une application moderne qui intègre du coup un grand nombre de logiciels et de technologies open source, vous voulez être capable de vous intégrer avec l'ensemble de ces technologies, de loguer, monitorer les événements qui pourraient apparaître à tout niveau de la stack. Par exemple, vous pourriez monitorer le trafic DNS pour lever des alertes quand des anomalies sont trouvées. Vous pouvez également monitorer les consommations de ressources. Généralement, si jamais un intrus commence à faire tourner un script de hacking, entre guillemets, au sein d'un conteneur, ça va généralement générer de la consommation de ressources. Ça, vous pouvez le détecter si jamais vous avez mis en place la bonne politique d'observabilité. Le problème qu'on va généralement rencontrer sur ce type de système, c'est que vous allez avoir énormément d'informations qui sont remontées, énormément d'alertes. Donc, il vous faut également un système qui est perfectionné pour être capable de ne pas remonter des faux positifs, comme on dit. C'est-à-dire des alertes qui n'en sont pas. Et en fait, au bout d'un moment, du coup, si vous avez trop d'alertes qui n'en sont pas, au bout d'un moment, vous ignorez complètement les alertes et l'outil devient complètement inutile. Donc, c'est là qu'on voit apparaître des systèmes qui sont généralement basés sur de l'intelligence artificielle et qui vous permettent de faire ce travail-là. Le point qui va être également clé dans tout ça, c'est que l'observabilité va vous permettre d'adopter un modèle de SRE, de Site Reliability Engineering, avec des KPI clairs de SLI et SLO qui doivent vous permettre d'être confiant quand vous faites du patching. Donc, monitorer un système, c'est également être confiant que lorsqu'on fait des patchings, on a un minimum d'impact et du coup, on maintient son système à jour de façon régulière parce qu'on a un filet de secours et on sait ce qu'on fait. Donc, ça, c'est extrêmement important. On pourrait aller un peu plus loin sur des sujets tels que le monitoring de runtime Kubernetes à l'exécution ou bien l'analyse un peu plus deep de trafic réseau. C'est des solutions qu'on a aujourd'hui chez VMware qui ne font pas partie de Tanzu Advance à ce jour, mais c'est pour vous montrer la pertinence un petit peu de VMware sur l'ensemble de ces sujets. Mohamed, je te laisse la main sur la partie démo pour rendre ça un peu plus concret. Ouais, merci Erwan. Donc, je vais juste vous présenter une petite démo qui vous permet de. Tu peux continuer à présenter les slides, Erwan? Ouais. Excuse-moi. Voilà. Donc, dans le scénario en fait, de cette démo, je vais vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut utiliser les différentes briques du portefeuille Tanzu pour implémenter une chaîne de delivery logiciel vraiment depuis le poste du développeur ou peut-être même depuis la demande du métier, en fait, jusqu'à la mise en production d'une fonctionnalité business de manière sécurisée. Et notamment, je vais vous présenter un petit peu lors de cette démonstration comment concrètement utiliser ces outils-là pour implémenter votre pipeline de CI/CD. Donc, en général, le développeur, il va commencer, donc il va recevoir une demande du business pour implémenter une nouvelle feature métier. Bon, la plupart des développeurs, ils sont plutôt mindés aujourd'hui, en tout cas, c'est-à-dire ils n'aiment pas faire tout ce qui est lié à l'infrastructure, à la gestion de sécurité. Pourquoi? Parce que, effectivement, lorsqu'on est développeur, notre priorité, c'est vraiment répondre aux demandes du business, aux demandes du métier. On a besoin d'aller vite et des fois, les sujets tels que la sécurité peuvent être mis de côté, notamment des fois pour des raisons culturelles, parce que des fois, dans les équipes de développement, on considère que la sécurité, c'est pas forcément de la responsabilité du développeur, c'est peut-être de la responsabilité des équipes opérations. Mais en tout cas, on va voir que dans un framework DevSecOps, le plus important, comme a expliqué Erwan, c'est vraiment d'avoir un shift left de cette pratique de sécurité pour être, dès la phase de développement, utiliser des composants qui sont sécurisés, donc au travers de l'utilisation de frameworks tels que Spring Boot. Ou alors, la première chose, lorsqu'on a fini de développer du code métier, c'est de fabriquer une image de conteneur. Et donc là, on va voir que lorsqu'on a fini de coder une fonctionnalité métier, la chaîne du CI, la première chose qu'elle va faire, c'est fabriquer l'image, la pousser vers la registry. Et
aussi aller consommer des composants open source, parce que quand on fait aujourd'hui du développement moderne, ben, la plupart du temps, en fait, le développeur va passer son temps à assembler des bibliothèques ou des composants open source. Et donc, on va voir comment est-ce on va proposer une solution qui permet de consommer des composants open source qui sont validés et qui présentent, des composants autour desquels on peut maîtriser les risques de sécurité qui sont liés à ça. Donc, une fois qu'on a consommé nos différents composants open source, bah, on va rentrer dans une chaîne de continuous delivery dans laquelle on va rentrer dans le process de déploiement. Donc, le continuous deployment, dans lequel on va prendre les composants qui proviennent de notre chaîne de CI, d'intégration continue, et on va les déployer souvent sur un cluster Kubernetes. Et c'est là où on va utiliser un cluster Kubernetes qui est consistant et qui répond aux besoins de l'entreprise d'un point de vue sécurité. Et je vais vous présenter un peu les solutions que Tanzu propose pour implémenter ces pratiques de consistance. Donc ça, on va le faire au travers d'une solution qui s'appelle TMC. Et puis, on va voir aussi la capacité que propose Tanzu pour gérer toute la partie communication L7, donc au travers des solutions de service mesh pour tout ce qui est gestion de la sécurité, cryptage des communications au niveau L7 entre microservices, et aussi comment observer tout ça pour que in fine, on ait la capacité de déployer de manière sereine et de manière qu'on ait vraiment confiance dans le code qui provient du développeur pour le mettre à disposition de l'utilisateur final et fournir une feedback loop vers le métier par rapport aux fonctionnalités qu'il a demandées. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que c'est OK? Ouais. C'est bon pour moi. Ouais, OK. Très bien. Donc là, en tant que développeur, ce que je vais faire, en fait, je suis sur mon repo GitHub. Et donc, ce que je vais faire, je vais essayer de simuler un développeur qui écrit une règle de gestion. Donc, une règle de gestion. Donc là, thank you, on va faire welcome to Tanzu. Donc, je suis développeur, donc je vais committer mon code. Bon, évidemment, dans la réalité, on va faire ça depuis un IDE tel que IntelliJ ou Eclipse, en tournant des tests unitaires. Mais là, pour l'idée de la démo, donc on va le faire directement depuis le GitHub. Donc, notre chaîne de CI, elle est pluguée à un outil de CI qui s'appelle Concourse, mais on n'a pas d'opinion par rapport à l'outil de CI. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser vraiment n'importe quel outil d'intégration continue, que ce soit Jenkins, GitLab CI, ce qu'on veut. Donc, ici, dans ce use case-là, sur notre chaîne de CI, on va voir qu'on a différents jobs. Et donc, on va retrouver les jobs classiques qui sont récupérer le code source, le compiler, le tester. Et puis surtout, on va voir que l'on a automatisé la manière de fabriquer nos images. Et ça, on le fait au travers de l'outil Tanzu Build Service. Donc, normalement, à l'issue de notre chaîne du CI, la première chose que l'on va faire, c'est fabriquer une image pour aller la pousser vers notre registré. Donc, aujourd'hui, ce qu'on observe chez nos clients, c'est que ceci est fait au travers, en utilisant des Docker files, mais cette pratique-là, en fait, elle n'est pas scalable à l'échelle. Pourquoi? Parce que, surtout quand on passe à l'échelle, il faut exploiter ces images de conteneurs. Et donc, il faut aussi avoir une capacité de fabriquer les images de manière consistante, c'est-à-dire avoir des builds et des process de fabrication des images qui soient consistants. Donc là, je vois que mon process d'intégration continue, il s'est automatiquement déclenché. Et dans mon outil de CI, donc je vais voir que là, en tant que développeur, je n'ai pas à me soucier de la manière ou de la logique de containerisation. C'est vraiment, je délègue au fait cette partie-là à un outil fourni par Tanzu qui s'appelle Tanzu Build Service. Et donc, Tanzu Build Service, c'est un outil que l'on va installer côté serveur, qui s'appuie sur un open source qui est les Cloud Native Buildpacks. Et donc là, pour suivre un petit peu l'ensemble des builds qui sont en train de tourner côté serveur. Donc là, pour monitorer, donc, je vais lancer un
un watch sur ça. Donc, je vais voir que là, automatiquement, il y aura un nouveau build qui va se lancer. Et l'objectif de ce build-là, bah voilà. Donc, je vois là qu'il y a un nouveau build qui s'est déclenché. Il est en train de me fabriquer une image qui sera poussée vers Arbor. Et donc, je peux suivre les logs de ce que fait, en fait, ce build pack. Donc, build logs. Donc, le nom de mon image, c'est Spring. Voilà, donc je vois que ce qui se passe ici, c'est que on va utiliser des build packs qui vont automatiquement détecter que le code qui est en question ici, c'est du code qui est Java, qu'il utilise Spring Boot. Donc l'outil, il a des fonctionnalités assez avancées telles que le caching, c'est-à-dire que là, il va identifier que ce qu'a bougé, au fait, donc on va voir ici, donc ici, si on va vraiment au début, au fait, de notre build service qui a commencé ici. Donc, on voit que voilà, il appelle un builder parce qu'il a détecté que le code, c'est du Spring Boot. Il fait une phase de préparation, il y a une phase d'analyse. Et puis, il a des mécanismes assez avancés pour la gestion de tout ce qui est caching. Donc, ça permet vraiment d'optimiser les performances de notre application et puis d'aller fabriquer les images de manière automatique et d'aller la pousser au niveau de la registry Arbor. Donc là, si je me connecte à ma registry Arbor, donc si je reviens ici au niveau de mes projets, donc je vais voir que il m'a exporté ici une nouvelle image, donc à 10h32. Et l'intérêt aussi, c'est qu'en utilisant Arbor, j'ai une visibilité sur les propriétés en termes de sécurité de mon image. Donc, je vois la liste de toutes les CVEs qu'il y a à l'intérieur de mon image. Je vois dans quelle version elles sont fixées et j'ai toutes les informations par rapport à ces CVEs-là. Ça, c'est parce que Arbor, il contient des outils de scanning des images qui s'appuient sur des open source, notamment sur l'outil Claire, et qui va de manière continue nous donner une visibilité sur vraiment toutes les CVEs qui sont incluses dans nos images. Donc, comme avait expliqué Erwan, Arbor, on peut vraiment l'utiliser comme une security gateway au niveau de notre chaîne de développement logiciel. On peut très tôt dans le cycle gérer la partie ou le sujet lié à la sécurité. Donc là, si je reviens dans ma chaîne de CI/CD, je vois que je suis rentré dans la phase de déploiement. Donc, dans la phase de déploiement, on voit que l'outil, il est en train de se plugger, en fait, l'application que l'on va déployer, elle va automatiquement être enregistrée auprès d'un outil d'observabilité qui est Wavefront. Et juste après ça, donc, on va aller déployer l'application directement au niveau d'un cluster Kubernetes. Après, ce qu'on peut voir aussi, c'est que cette application-là, elle utilise une base de données. Et donc là, justement, l'idée, c'est de permettre aux développeurs de consommer des composants open source qui sont sécurisés. Et donc là, par exemple, on a un outil qui s'appelle Kubeapps et qui s'appuie sur un outil qui s'appelle TAC, donc Bitnami. Et donc là, si je vais ici dans mon catalogue, par exemple, en tant que développeur, si j'ai besoin d'une base de données, par exemple MySQL, eh ben, au lieu d'aller chercher un MySQL directement sur Internet, sur Docker Hub, où je ne suis pas sûr de la nature, du code vraiment qui est à l'intérieur de l'image, et est-ce que l'image, elle est sécurisée, et d'où est-ce qu'elle provient même d'un point de vue licence, c'est-à-dire est-ce qu'on a utilisé vraiment les repos GitHub officiels de MySQL, ou alors c'est d'autres repos qui peuvent être compromettants. Donc là, ça vous permet vraiment d'avoir des composants que vous pouvez customiser en fonction de vos contraintes et de besoins de l'entreprise et qu'on peut personnaliser. Et pour le déploiement, on fournit aussi les Helm charts pour Kubernetes. Et donc, on fournit aussi dans le Helm chart les bonnes pratiques par rapport à tout ce qui est sécurité. Et notamment, on va retrouver, par exemple, que par défaut, les conteneurs, ils sont conçus pour être déployés avec par exemple, on va interdire que le conteneur il puisse tourner avec un compte route. Voilà, qu'on peut configurer ici. Donc, évidemment, tout ce qui est ici est customisable par l'administrateur ou par le développeur, mais on fournit déjà des opinions par rapport à la gestion de la sécurité. Donc là, si je reviens à mon application ici,
Donc voilà. Donc je vois que mon code, il a été automatiquement déployé avec la règle de métier que j'avais mis tout à l'heure, le Welcome to Tanzu. Et donc là, ce que je vais faire, je peux, en tant qu'administrateur, ici, au niveau de mon projet, par exemple, on va voir que Arbor, il nous fournit des fonctionnalités assez avancées, et notamment, par exemple, ici, au niveau de la configuration, je peux, moi, en tant qu'administrateur, dire que je vais interdire les poules d'images qui présentent certaines vulnérabilités. Et donc ça se fait très facilement. Donc voilà, moi, pour avoir une meilleure confiance dans mon code, eh ben, je peux faire ça très tôt dans mon cycle, dans ma chaîne de CI/CD. Et donc, dès la phase de mon CI, ben, je voudrais interdire aux développeurs ou même à n'importe quel système d'aller pouler une image qui présente un niveau de vulnérabilité. Donc là, si je me mets au niveau low, et donc là, je vais voir que je vais être, si par exemple, je remodifie le code de mon application. Donc, si je fais test vulnérabilité, ici, je commit, je vais voir que ma chaîne de CI/CD, normalement, elle va planter. Pourquoi? Parce qu'elle n'aura pas le droit de venir pouler une image directement depuis Arbor. Et donc, ça, donc on va juste attendre que le trigger il se déclenche. Donc, en attendant, peut-être que je peux vous montrer un petit peu notre outil TMC qui permet de gouverner et de gérer une flotte de clusters Kubernetes, qu'elle soit on-prem ou qu'elle soit sur le cloud public. Donc, l'outil, c'est ce que vous voyez ici. Donc, c'est vraiment un outil qui permet d'avoir une consistance dans la gestion de nos différents clusters Kubernetes. Donc là, j'ai un groupe de clusters qui s'appelle End-to-End, à l'intérieur duquel j'ai un cluster qui m'a permis de déployer mon application. Donc, l'outil permet principalement de gérer ce qu'on appelle des policies et il présente plusieurs policies de sécurité. Donc, on va avoir des policies verticales et d'autres policies qui sont horizontales. Donc, verticales, ce sont des policies de sécurité que l'on va appliquer sur de clusters Kubernetes ou alors sur des groupes de clusters. Et horizontales, ce sont des policies que l'on va appliquer sur des applications qui tournent sur plusieurs clusters Kubernetes. Donc, typiquement, je peux avoir mon application, les composants front qui tournent sur un cluster, peut-être qui tournent sur un cloud public, et les composants back qui vont tourner sur un cluster qui tourne plutôt on-premise. Et là, j'ai la possibilité de définir des politiques de sécurité, soit par rapport à la manipulation de mes images. Par exemple, je peux forcer que toutes les images, elles aient un digest. Je peux, par exemple, forcer que toutes les images, elles aient un tag bien défini. Je peux bloquer, par exemple, le pool d'images qui ont le tag latest. Je peux aussi propager des network policies. Et donc là, je vais avoir les network policies Kubernetes traditionnels. Et même ici, définir les pod security policies. Donc, par exemple, dire que j'interdis, est-ce que mes conteneurs à l'intérieur de Kubernetes, ils puissent tourner avec un ID route. Donc, on a une gestion des quotas où on peut même définir des politiques de sécurité custom en utilisant l'Open Policy Agent, qui aujourd'hui est le standard un petit peu pour définir des politiques de sécurité dans le monde de Kubernetes. On vous fournit déjà certains templates. Par exemple, on a un template ici qui est intéressant, qui est Deployment Replica Minimum. Donc, en tant qu'administrateur, je peux imposer à mes développeurs, lors de leur déploiement, d'avoir un minima de réplicas des pods qu'ils vont déployer. Comme ça, si je veux faire du blue-green deployment en production, ça va être plus simple. Et quand une équipe de dev, elle va venir essayer de déployer un singleton, donc une application avec un seul pod, elle n'aura pas le droit de le faire. Donc là, si je reviens, donc là, je vois que par rapport à mon code, je vois que ma chaîne de CI, là, elle a planté, et c'est normal, parce que mon build service, il me dit que je n'ai pas le droit de pouler une image. Donc là, je vois qu'il y a eu une filure. Et si je regarde ici, au niveau de mes logs, et donc il me dit fail to get previous, connect to repo. Donc là, c'est Arbor qui a interdit à TBS d'aller pouler une image. Pourquoi? Parce que j'ai configuré dans Arbor que je n'autorise pas le pool d'images qui présente des niveaux de vulnérabilité. Après, je peux aussi très facilement patcher des images existantes. Donc là, si je remets donc là, ça a été poussé. Donc là, ce que je peux faire, c'est par rapport à mon image à moi, donc dans Arbor là, je vois que j'ai au fait ici
j'ai une image qui présente un certain nombre de vulnérabilités, et ben pour l'Apache, je peux très facilement le faire depuis ici. Donc, Mohamed, il te reste 4 minutes. 4 minutes. Merci, Erwan. Donc, je vais aller très rapidement ici. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que je peux très facilement patcher une image et sans intervention du développeur. C'est ça l'intérêt, au fait, de la solution. C'est que... Donc là, j'ai patché, donc j'ai refabriqué une image, mon image Spring Pet Clinic. Donc, j'ai appliqué des patchs au niveau des layers, donc des couches de base qui constituent l'image. Et je vais voir que c'est vraiment très, très rapide. Donc, j'ai pas eu. Donc là, normalement, ça prend juste quelques minutes. Et après, bah, je devrais avoir ma nouvelle image qui sera automatiquement poussée ici. Il me dit que l'image, elle est poussée. Donc, ça prend juste quelques minutes, enfin, le temps pour TBS de fabriquer la nouvelle image et d'aller la pousser directement ici au niveau de mon apport. Donc, après, ce que je peux vous montrer, c'est l'outil d'observabilité, Théo. Donc, par rapport à mon application ici, bah, l'application, automatiquement, elle a été quand je l'ai déployé au niveau de mon cluster Kubernetes, il y a des agents Wavefront qui sont configurés de manière automatique et mon application, elle devient automatiquement observable. Et donc là, j'ai une observabilité vraiment end-to-end. Donc Théo, vraiment par défaut, quand je déploie quelque chose, bah, j'ai une vision sur toute la stack. Et donc bah, là, notamment par rapport à mon application, je vois qu'il me fournit en fait tous les éléments de monitoring classique. Et ce qui est intéressant aussi, on voit qu'il a des points bleus ici. Ce sont des événements qui correspondent à des déploiements. Donc là, par exemple, en tant qu'opérateur de la plateforme, je sais qu'à cet instant-là, il y a eu le déploiement d'une nouvelle version de mon application. Et donc ça, c'est des choses qui sont très intéressantes. Et donc, je peux avoir bah, une vision vraiment complète sur mon système qui va bah, depuis, enfin, j'ai les métriques classiques sur bah, le nombre de requêtes secondes, le temps de réponse des différentes requêtes, le comportement de mes JVM, le comportement système. Donc, je peux aussi avoir une vision sur, par exemple, mes différents clusters Kubernetes qui tournent au niveau de ma plateforme. Je peux aller donc ici choisir bah, un cluster particulier. Moi, dans mon cas qui m'intéresse, c'est PressTools. C'est là où j'ai déployé. Je peux voir par rapport à mon cluster. Donc là, ce qui est intéressant, bah, j'ai la vision sur le cluster, sur les nodes, donc la vision hardware, et je peux voir les différents pods qui tournent au niveau de mon cluster. Je peux les classer par namespace. Donc, j'ai vraiment, en fait, toutes les fonctionnalités qui me permettent de garantir les différents niveaux de SLA ou de SLO, en fait, en tant que SRI qu'il y a au niveau de mon système. Donc là, si je reviens ici, juste pour voir. Ah ouais. Donc là, je pense que c'est au niveau de mon image que je peux aller remettre ici la configuration que je vais faire. C'est bon. Donc voilà, donc je pense que voilà, ce qu'on a vu en fait, c'est que bah, j'ai la possibilité vraiment d'implémenter avec Tanzu une chaîne de CI/CD complète en intégrant en fait la gestion de la sécurité très tôt dans mon cycle de développement logiciel et tout en garantissant en fait une gestion unifiée et une gestion consistante de l'ensemble de mes clusters Kubernetes et aussi de les observer enfin, de manière full, c'est-à-dire vraiment de end-to-end, quoi, c'est-à-dire d'implémenter une observabilité vraiment end-to-end au niveau de toute la stack. Donc voilà, je te repasse la main, Erwan, si tu veux. Ouais.
Ah, ça marche. Donc, merci Mohamed. Donc, voilà, donc le point clé, donc, comme expliquait Mohamed, c'est qu'au-delà de ce qu'on avait pu présenter, je crois, en janvier, de comment on démarre avec Kubernetes, la registry, le load balancing, les ingresses, en fait, le socle Kubernetes, le runtime, Tanzu Advance, ça va vraiment vous fournir tout ce qui est nécessaire pour sécuriser et adopter Kubernetes à l'échelle dans votre entreprise. Donc, on a eu l'occasion vraiment de regarder comment toute la partie mission control, observabilité, ça va vous permettre de gérer l'ensemble de votre flotte de clusters Kubernetes, tous les composants de build et deploy qui permettent vraiment de faire la chaîne et qui s'intègrent dans votre chaîne CI/CD. On n'a pas eu l'occasion de tout couvrir, donc, parce que le portefeuille Tanzu Advance est extrêmement riche. Mais en tout cas, on est à votre disposition pour en discuter. Tout ça, c'est donc Tanzu Advance, c'est un produit qui est GA aujourd'hui, hein, donc qui est disponible, qu'on peut explorer avec vous. Suite à cette session, vous allez recevoir un follow-up Bright Talk avec le contenu, la vidéo, les slides. Donc, vous aurez toutes les informations possibles. Vous pouvez nous contacter du coup sur Twitter, LinkedIn, comme vous le préférez. Le format Tanzu Tech Talk, c'est un format mensuel. Donc, on aura, du fait que vous avez participé, vous serez également informé de la prochaine session qui aura lieu au mois d'avril ou au mois de mai. Là, on est en train de définir la date exacte. Et tout le contenu sera du coup disponible également sur notre chaîne YouTube VMware Tanzu France, dans laquelle vous pourrez trouver cette session, mais également les sessions précédentes. Je crois aujourd'hui, on doit être déjà à 5-6 sessions. C'est un format qu'on a commencé en septembre dernier. Donc, avec Mohamed, on vous remercie de votre attention. Et puis, à votre disponibilité, si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Ça nous fera plaisir de pouvoir discuter de ces sujets passionnants avec vous. Merci beaucoup et bonne journée à tous.